Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait grandement plaisir d'être ici avec vous cet après-midi. Donc, pour parler d'architecture cérébrale et du lien qu'il y a avec les apprentissages scolaires. Ce qui motive cette présentation, c'est le problème des apprentissages scolaires qui sont parfois difficiles. On sait que le cerveau est plastique, ce qui permet d'apprendre et de s'adapter à différentes circonstances. Est-ce que cette plasticité-là, elle est plutôt grande, parfois même étonnante. Par contre, si la neuroplasticité, elle est infinie, ça voudrait jusqu'à un certain point dire qu'il est possible de tout apprendre et de n'importe quelle façon. Donc, on pourrait apprendre rapidement différents contenus, notamment des contenus scolaires, en enseignant selon différentes stratégies qui seraient plus ou moins équivalentes. Mais cette affirmation, bien sûr, elle n'est pas fondée. Il y a un vaste corpus de littérature en éducation qui montre notamment deux choses. Certains apprentissages sont très difficiles pour les élèves. Et quand on parle d'apprentissage difficile, ici, on ne veut pas nécessairement dire on ne veut pas nécessairement faire référence aux élèves qui auraient des troubles d'apprentissage spécifiques. Non, en fait, il y a certains contenus scolaires qui s'avèrent plus difficiles pour les enfants. Apprendre à lire, apprendre à compter, apprendre les sciences, apprendre certains concepts scientifiques qui ne sont pas tout à fait intuitifs, ce sont tous des exemples d'apprentissage difficile qui montrent que malgré la plasticité cérébrale, on ne peut pas facilement apprendre n'importe quoi. Deuxième chose qui est assez confirmée par les recherches en éducation, c'est que ce ne sont pas toutes les approches pédagogiques qui sont équivalentes. Il y a des approches pédagogiques qui s'avèrent plus efficaces pour apprendre et d'autres moins. Donc ça souligne l'aspect que oui, la neuroplasticité est très en lien avec l'apprentissage, mais cette neuroplasticité-là n'étant peut-être pas infinie, on peut se poser la question suivante, l'architecture cérébrale, c'est-à-dire la façon dont les neurones dans le cerveau sont interconnectés, quelles sont les grandes voies de communication entre les différentes régions cérébrales. Donc cette architecture cérébrale-là impose-t-elle des contraintes sur certains apprentissages scolaires? Contraintes qui feraient en sorte que certains apprentissages seraient plus ou moins difficiles. Donc c'est la question que je vous propose d'aborder dans la présentation. Et s'il y a un lien, si l'architecture cérébrale impose certaines contraintes sur les apprentissages scolaires, on peut se poser la question, est-ce que mieux connaître l'architecture cérébrale est-ce que ça ne pourrait pas aider les enseignants à mieux enseigner? Donc de connaître l'architecture cérébrale de l'élève avant certains apprentissages, avoir une idée de son fonctionnement cérébral, de sa structure cérébrale, est-ce que ça pourrait nous donner des indices pour mieux enseigner, pour enseigner de façon plus compatible avec le fonctionnement du cerveau? Donc, la présentation porte sur cette question et il y a sous-jacent à cette question-là, cette hypothèse-là, que je vais essayer de mettre en évidence, que l'architecture cérébrale, pour les élèves, pour les enseignants, c'est à la fois un allié sur lequel on peut s'appuyer pour aider les enfants à apprendre, mais c'est aussi parfois un adversaire contre lequel il va falloir se battre. Je vais vous donner des exemples de différentes recherches qui montrent comment le cerveau évolue grâce aux apprentissages scolaires. Quelques recherches aussi sur les effets de l'enseignement, sur le fonctionnement du cerveau. Je vais essayer de mettre en lumière ces deux aspects-là. Que l'architecture cognitive, non seulement elle a un impact sur les apprentissages scolaires, mais parfois ça peut aider certains apprentissages scolaires, mais parfois, au contraire, ça peut représenter un certain obstacle. Je vais vous présenter deux mécanismes cérébraux, en fait, qui semblent être en lien avec des apprentissages scolaires, en particulier des apprentissages scolaires difficiles. On parle de recyclage neuronal, mais aussi d'inhibition. Donc, d'abord, le recyclage neuronal. C'est un concept qui a été proposé par Stanislas Dehaene. Le premier article portant là-dessus, si je ne me trompe pas, c'est 2005, mais l'hypothèse de recherche en tant que telle a été officiellement, disons, publiée dans un article en 2007. Donc, et cette idée-là de recyclage neuronal part du point de vue de pour apprendre certaines choses qui nécessitent une éducation particulière, comme apprendre à lire ou apprendre à compter, où on ne peut pas spontanément, grâce à l'interaction avec, disons, notre environnement, apprendre à lire et à compter. Comment se fait-il que le cerveau peut développer de nouvelles capacités, donc grâce à l'éducation? Je vais vous donner deux exemples de cette idée de recyclage neuronal. Donc, ce recyclage neuronal qui jouerait un lien dans les apprentissages culturels, dans
l'apprentissage de certaines inventions culturelles, comme la lecture et en fait le calcul. On va voir comment ça s'aligne par rapport aux apprentissages scolaires, cette idée de recyclage neuronal. Donc, de façon plus formelle, le recyclage neuronal, c'est un processus par lequel une région cérébrale qui est dédiée à une fonction cognitive va être modifiée, va être transformée pour modifier cette fonction cognitive. Et ce processus, on l'appelle de recyclage neuronal parce qu'il ne s'agit pas de prendre une région cérébrale et de transformer complètement sa fonction, mais plutôt de l'adapter, de la surspécialiser pour être capable, notamment, d'apprendre à lire des contenus. Donc, c'est une hypothèse qui est proposée, mais il y a quelques recherches qui pointent vers l'idée que cette hypothèse-là, elle est fort intéressante et elle est fort éclairante pour le domaine de l'éducation. Donc, le premier exemple que je vais vous donner, c'est par rapport à la lecture. Apprendre à lire. Apprendre à lire, c'est tout à fait fascinant, hein, parce que l'invention de l'écriture est une invention humaine plutôt récente. Hein. Et donc, le cerveau n'a pas évolué pour développer des capacités ou des régions cérébrales capables de lire. C'est quelque chose qui, selon la proposition qui est faite du recyclage neuronal, c'est quelque chose qui doit prendre appui sur ce qui existe déjà, mais il faut modifier, transformer le cerveau. Donc, apprendre à lire, c'est quoi en fait? C'est observer des objets écrits. Donc, en quelque sorte, c'est reconnaître des objets. Des objets qui sont représentés souvent sur une feuille de papier, sur un écran, et de reconnaître ces objets-là d'une part, mais aussi d'être capable d'accorder un sens à ce qu'on est en train de lire. Donc, de faire un lien entre des objets symboliques, abstraits, et le sens que peuvent avoir certains mots. Donc, par exemple, ici, le mot lire. Quand on parle d'architecture cérébrale et de son lien avec l'apprentissage, ça souligne le fait que mieux connaître l'architecture cérébrale avant l'apprentissage peut peut-être nous aider à comprendre comment cet apprentissage-là va modifier le cerveau et comment les enseignants peuvent intervenir dans ce processus. Et qu'y a-t-il de très, très central avant l'acquisition de la lecture? Il y a bien sûr la parole. Les enfants, avant d'apprendre à lire, savent parler. Et possèdent donc, en quelque sorte, un dictionnaire du sens des mots qui est déjà existant dans le cerveau. Ici, on a une image très simplifiée de différentes régions cérébrales qui jouent un rôle dans la parole, dans le langage. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que chez la majorité des personnes, ces régions-là, le langage implique des régions essentiellement situées dans l'hémisphère gauche du cerveau. Donc, une asymétrie cérébrale qui fait en sorte que peut-être l'hémisphère gauche est davantage prédisposé à encoder des informations en lien avec le langage. Mais quand l'enfant apprend à lire, il a déjà ce réseau neuronal bien établi. Donc maintenant, je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qui se passe d'une part dans le cerveau lorsqu'on fait de la lecture, et ensuite je vais essayer de vous montrer comment ces régions cérébrales liées à la lecture vont évoluer grâce à l'éducation, grâce à l'apprentissage. Donc d'abord, il y a des chercheurs qui ont essayé de voir les lettres et les mots, ce sont comme des objets. Mais y a-t-il une différence au niveau cérébral entre le traitement de ces objets particuliers que sont les lettres et les mots versus d'autres objets, comme par exemple les visages représentés ici sous forme de lignes. Et là, c'est une recherche qui a essayé de voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on observe ce type d'image versus lorsqu'on observe des lettres ou des mots. Ici, on a un axe du temps, en millisecondes. Donc, on observe ce qui se passe juste après la présentation des différents symboles et un petit peu plus longtemps, 150 millisecondes. Donc, une fenêtre temporelle très, très courte. Ce qu'on observe, représenté par les points blancs, c'est que l'image du cerveau qu'on présente ici, c'est une image vue de derrière. Donc, on remarque de l'activité cérébrale dans le lobe occipital, responsable de la vision, parce que le nerf optique est connecté, en fait, dans cette région-là, à la fois dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droit. Et après 150 millisecondes, l'activité cérébrale s'est déplacée un peu plus loin, dans une région qu'on appelle le cortex occipito-temporal, mais vous remarquez qu'il y a des points blancs à la fois à gauche et à droite. Région occipito-temporale qui est liée à l'identification d'objets.
d'être capable de reconnaître les différents objets. Cette région-là, combinée à d'autres bien sûr, mais joue un rôle dans l'identification des objets. Qu'est-ce qui arrive au niveau des lettres maintenant? Quand on présente des lettres, après 150 millisecondes, on observe quelque chose de similaire. C'est-à-dire des carrés noirs représentant l'activité cérébrale, à la fois dans l'hémisphère gauche et droit du lobe occipital. À 150 millisecondes, par contre, c'est radicalement différent. Alors qu'on avait une activité bilatérale pour les objets comme ceux-ci, on a cette fois-ci une activité cérébrale nettement latéralisée dans l'hémisphère gauche du cerveau, donc dans le cortex occipito-temporal gauche. Et c'est un résultat qui a été reproduit par de nombreuses études et qui a été renforcé même dans différents systèmes d'écriture, dans différentes langues, ainsi de suite. Cette région-là semble vraiment prédisposée à avoir une facilité, une affinité particulière pour jouer un rôle dans l'identification des lettres et des lignes. Donc, lorsqu'on parlait de processus de recyclage neuronal, si cette région-là n'est pas liée à la lecture au départ avant d'apprendre à lire, cette région-là servait à autre chose avant. Servait notamment à identifier les objets de façon plus générale, si vous voulez, mais par un processus de recyclage neuronal, cette région-là va être transformée, recyclée, pour être capable d'encoder une catégorie vraiment très spécifique d'objets, les lettres et les mots également. Mais ce ne sont pas seulement les lecteurs experts qui activent cette région occipito-temporale gauche. On a une étude qui a essayé de suivre l'évolution de l'activité cérébrale entre 7 et 18 ans lors d'activités de lecture. Vous savez, on commence à apprendre à lire à 7 ans ou un peu avant, et là, on s'améliore progressivement, si bien que rendu à 18 ans, en tout cas dans la plupart des cas, on est d'assez bons lecteurs. Ce qu'on observe dans la colonne ici, la colonne de gauche, image de cerveau vue d'en haut, différentes tranches de cerveau, donc différentes positions dans le cerveau. Et à gauche, c'est le développement de personnes typiques qui n'ont pas de difficultés en lecture, qui ne sont pas en fait dyslexiques. Et ce qu'on observe, deux choses, c'est qu'il y a une corrélation entre l'évolution de l'âge et des capacités en lecture et une diminution de l'activité dans des régions préfrontales. Les régions préfrontales sont très en lien avec l'attention, le contrôle. Évidemment, si la lecture devient plus fluide, ces processus de contrôle et d'attention sont moins nécessaires, d'où probablement cette diminution d'activité cérébrale. Mais en contrepartie, il y a une augmentation de l'activité cérébrale dans cette même région dont je parlais tantôt, donc occipito-temporale gauche. Cette image-là était un peu trompeuse parce qu'en fait, la gauche est à droite et la droite est à gauche. Mais cette région-là, c'est vraiment le cortex occipito-temporal gauche qui devient de plus en plus mobilisé lors de l'activité de la lecture au fur et à mesure que l'éducation, que l'âge progresse. Donc, une nette latéralisation à gauche de l'activité cérébrale. Tandis que pour les élèves dyslexiques, représentés dans la deuxième colonne, on n'observe pas cette concentration de l'activité cérébrale dans ce cortex occipito-temporal gauche. On observe en fait une activité vaste, un peu désorganisée, à la fois dans les deux hémisphères. Donc, le rôle du cortex occipito-temporal est non seulement lié à la lecture, mais lié à l'évolution des capacités, des compétences en lecture. Une autre étude va dans la même direction, mais cette fois-ci, pour des enfants du même âge, on a examiné s'il y avait une corrélation entre le niveau de compétence en lecture et l'activité cérébrale. Donc, ce sont tous des enfants du même âge, puis on regarde à un moment donné, c'est quoi les différences d'activité cérébrale entre ceux qui ont plus de difficultés et ceux qui ont plus de facilité. Et chacune des colonnes représente les résultats à un certain test de lecture. Et les deux tests de lecture sont très corrélés avec cette activité cérébrale, encore une fois, dans le cortex occipito-temporal gauche. Donc, ces données-là semblent indiquer que l'occipito-temporal gauche joue un rôle important dans la lecture et que son rôle augmente au fur et à mesure de l'éducation à la lecture, au fur et à mesure qu'on augmente ses compétences en lecture. Quand je vous parlais au départ que l'architecture cérébrale est peut-être un allié et un adversaire, dans ce cas-ci, on peut dire que le cortex occipito-temporal gauche est un allié en quelque sorte, parce que cette région-là a déjà les capacités de reconnaître des objets. Donc, d'apprendre, d'encoder de nouveaux objets dans cette région-là, ça semble être plus facile de le faire que dans toute autre région cérébrale.
Mais cette région cérébrale-là, et le système visuel en général, a l'habitude d'identifier les objets sans tenir compte de l'orientation des objets. C'est-à-dire, on voit une tasse ici, et qu'on la présente du côté gauche ou du côté droit, il n'y a aucun doute qu'il s'agit du même objet. Lorsqu'on observe un animal potentiellement dangereux, c'est stratégique, peu importe qu'on le voit de profil gauche ou de profil droit, de reconnaître qu'il s'agit d'un ours ou d'un guépard ou peu importe quel animal dangereux pour être capable de l'identifier. Il semblerait que l'architecture cérébrale fait en sorte qu'il est comme naturel pour le système d'être capable de ne pas tenir compte de l'orientation des objets. Par contre, pour les lettres, ça peut être parfois problématique. Hein, vous savez, la lettre B et la lettre D, c'est en fait exactement le même objet physique. Si on pouvait tenir cet objet-là dans nos mains et qu'on le retourne, c'est une entité complètement différente au niveau du système d'écriture, mais pour le cerveau, c'est un seul et même objet. C'est tout simplement l'orientation qui change. Puis à vrai dire, c'est le D, le B, le P, le Q. En fait, c'est tout le même objet physique en quelque sorte. Donc, pour l'enfant, d'apprendre à distinguer ces lettres-là, ça représente quelque chose de plus difficile. Pourquoi plus difficile? Peut-être, du moins en partie, parce que le cortex occipito-temporal n'est pas prédisposé à tenir compte vraiment de l'orientation des objets. Il a été habitué ou optimisé pour être capable d'identifier rapidement les objets, peu importe leur orientation. Donc, pour le cortex occipito-temporal, ce qui est intéressant de se demander comme question, c'est si l'architecture joue un rôle dans les apprentissages scolaires, différents types d'enseignements pourraient peut-être donner différents résultats au niveau du fonctionnement cérébral. Une étude vraiment fort intéressante publiée en 2010, celle-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à des adultes d'apprendre à lire. Ces adultes-là savaient déjà lire, donc on leur a proposé un nouveau système d'écriture. Et là, avec ces adultes-là, on a formé deux groupes. En fait. Un premier groupe à qui on leur a enseigné selon une approche qui est plus globale, où on observe l'ensemble du symbole et on y associe un mot directement, une signification. Dans ce cas-ci, ce symbole-là représente le mot fog. Et il y avait une vingtaine de mots. Il y avait toujours un petit peu cette allure-là et qui correspondait à des mots. Donc, dans le premier groupe, on demande aux participants d'apprendre ces listes de mots-là en portant attention à l'ensemble du symbole représenté. Dans le deuxième groupe, on a exactement les mêmes mots, exactement les mêmes directives, à une exception près. C'est qu'on dit que les symboles se lisent de bas en haut, que la partie inférieure, représentée ici en rouge, représente le premier phonème, la partie du milieu, le deuxième phonème, et finalement, la troisième partie, le dernier phonème. Donc, deux approches d'enseignement très, très différentes. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va changer quelque chose au niveau de l'activité cérébrale? Le fait de lire ces symboles-là à partir d'une approche qui était plus globale, est-ce que ça va mobiliser des régions cérébrales différentes que lorsque notre attention est portée sur les lettres en quelque sorte, c'est-à-dire les différentes sous-parties du symbole global? Et ce qu'ils observent, c'est des différences significatives, en fait. Donc, dans le groupe graphophonétique, si vous préférez syllabique, celui où on met l'accent sur les différentes parties du symbole, on observe une nette latéralisation à gauche de l'activité cérébrale. Donc, une activité cérébrale plus grande à gauche qu'à droite. C'est une vue plus derrière, c'est avec l'électroencéphalographie. Et donc, on observe tout près du cortex occipito-temporal une activité cérébrale donc plus importante. Pour le deuxième groupe, qui a appris de façon plus globale, on remarque également une latéralisation de l'activité cérébrale, mais davantage concentrée dans l'hémisphère droit du cerveau. Ce qui est surprenant, parce que si la lecture implique la région occipito-temporale gauche, et pas la droite, en tout cas, toutes les recherches pointent dans cette direction-là, chez la plupart des gens, en tout cas, c'est quand même surprenant que le fait d'apprendre de deux façons la lecture va mobiliser d'une part les réseaux de neurones associés à la lecture experte et d'autre part une activité cérébrale très différente, souvent plus en lien avec les difficultés d'apprentissage. Donc il semblerait que le type d'enseignement a une influence sur le fonctionnement du cerveau.
Et là, la question qu'on peut se demander, ben, pourquoi c'est l'hémisphère gauche qui est activé par le syllabique et tout ça? Je vais proposer quelques hypothèses dans quelques instants, mais juste avant, en plus des mots qui avaient été appris par les participants, il y avait des nouveaux mots, donc des nouveaux symboles qui n'avaient pas été appris. Évidemment, ceux qui avaient appris de façon globale essayaient tout simplement de deviner de quel mot il s'agissait. Il n'y avait pas beaucoup de points de repère. Mais ceux qui avaient appris de façon syllabique, graphophonétique, essayaient tout de même de lire le mot, puisqu'ils connaissaient les différentes composantes du mot. Encore une fois, pour ces nouveaux mots-là présentés, une activité un peu plus latéralisée à gauche, quoique ça soit moins nettement latéralisé que dans l'exemple précédent, mais quand même une petite latéralisation à gauche de l'activité cérébrale, mais une très très forte latéralisation à droite, cette fois-ci, de l'activité cérébrale. Donc pourquoi dans l'hémisphère gauche, d'abord, pourquoi le cortex occipito-temporal gauche est lié à l'expertise en lecture? Et pourquoi cet enseignement graphophonétique semble plus compatible avec le fonctionnement du cerveau? En tout cas, implique la mobilisation de régions cérébrales liées à l'expertise en lecture. Donc, il y a plusieurs régions associées à la parole qui sont déjà là. Et le sens des mots se retrouve dans ces régions-là. La plupart du temps, on associe au bout du lobe temporal, plus dans cette région-ci. Et lorsqu'on apprend à lire les mots, les lettres et les mots, on utilise donc cette région occipito-temporale qui s'occupe de l'identification d'objets en général, se recycle pour être capable d'identifier les mots et les lettres. Et là, une hypothèse qui est proposée, c'est que les régions associées au son du langage, au traitement phonologique, sont physiquement très très près de ce cortex occipito-temporal. Peut-être le fait d'associer les mots au son du langage, donc, qui implique donc une activation simultanée et répétée de ces deux ensembles de régions-là, fait en sorte, par un apprentissage hélien, avec l'idée que les neurones qui s'activent ensemble vont finir par se connecter ensemble, il y a probablement des connexions qui s'installent entre cette région d'identification d'objets et tout le système de réseau du langage. Ce qui fait en sorte qu'une fois qu'on s'est connecté au son du langage, on a accès à toutes les autres régions cérébrales liées à la parole parce que l'architecture cérébrale est déjà existante. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'une approche syllabique de la lecture semble plus compatible avec le fonctionnement du cerveau, mais c'est encore une hypothèse à l'heure actuelle. D'ailleurs, on pense faire des travaux de recherche dans cette direction pour explorer cette hypothèse donc, du lien entre l'architecture cérébrale et les effets de l'enseignement sur le cerveau. Donc, si l'architecture cérébrale a un lien, est-ce que ça a des incidences pour les enseignants? Sûrement. Travailler la reconnaissance des lettres en insistant sur les aspects de symétrie. Donc, on a tendance à identifier les objets, peu importe leur orientation. Comme les lettres, c'est vraiment une catégorie particulière d'objets, il faudrait travailler ça systématiquement. Donc, les lettres, telles que D et B, devraient faire l'objet d'une attention particulière en disant, habituellement, on a l'impression que c'est le même objet, mais fais attention au niveau des lettres, ce n'est pas la même chose. Quoi d'autre? Préconiser une approche syllabique d'enseignement de la lecture parce que ça mobilise des régions cérébrales liées à l'expertise en lecture. Stanislas Dehaene insiste beaucoup sur le fait d'automatiser les étapes de la lecture. Parce qu'en tant que lecteur expert, on a l'impression qu'on fait une lecture globale des mots. Parce qu'on est capable de lire très très rapidement ou très très facilement. Mais on peut penser que c'est une illusion, ça. On a l'impression que c'est une lecture globale, mais c'est tout simplement qu'on a tellement automatisé les différentes étapes de décodage et d'acquisition du sens des mots, que les neurones sont tellement bien interconnectés, que les réseaux de neurones sont tellement efficaces, que tout se fait plutôt facilement. Être capable de lire, c'est être capable de comprendre ce qu'on est en train de lire. Mais pour comprendre ce qu'on est en train de lire, il faut que la lecture soit relativement facile. Donc, il faut que les différentes étapes d'identification des lettres, des graphèmes, la correspondance avec les phonèmes se fassent le plus facilement possible par un processus de pratique, bien sûr, et d'automatisation. Certaines recherches mettent l'accent sur le fait d'enseigner de façon explicite le code écrit. C'est-à-dire de dire que les lettres vont former des graphèmes qui vont correspondre à des phonèmes, qui vont former des mots du langage et qui vont avoir, bien sûr, un certain sens. Ce serait une approche à privilégier. Et finalement, ça pose la question, comme
une approche globale où on demande à l'enfant de porter son attention à l'ensemble du mot plutôt que de se concentrer sur les lettres, montre une activité cérébrale qui n'est pas typique d'un cerveau lecteur, même pas expert, d'un cerveau lecteur en fait. Est-ce que c'est une approche pédagogique qui peut être nuisible et défavorable? C'est quelque chose qu'il faudrait examiner. En tout cas, les recherches montrent une approche syllabique, pas juste les recherches sur le cerveau, mais les recherches en éducation en général montrent que c'est une approche à privilégier de toute façon. Deuxième exemple de recyclage neuronal de calcul. Un peu comme la lecture, la capacité de calculer de façon exacte, c'est quelque chose qui implique une certaine éducation. Chez les personnes qui n'ont pas été éduquées systématiquement en mathématiques, il n'y a pas cette capacité de faire des calculs exacts pour des chiffres, en tout cas plutôt grands. Par contre, grâce à l'éducation, on peut développer cette capacité. Mais, est-ce qu'il existe déjà quelque chose dans le cerveau, une architecture cérébrale préalable au calcul, qui pourrait avoir un impact sur l'apprentissage de la lecture? Au niveau, l'apprentissage du calcul, pardon. Au niveau de la lecture, c'était la parole. Hein? Le système langagier est déjà installé, a déjà modifié, a déjà contraint en quelque sorte l'architecture cérébrale. Au niveau du calcul, qu'on ait reçu une éducation mathématique ou pas, on est tous capables d'identifier que l'ensemble de gauche contient plus d'éléments que l'ensemble de droite. Donc, même sans éducation, on a en quelque sorte un certain sens des nombres, un certain sens intuitif des quantités. Souvent, les gens sont capables d'évaluer et de calculer assez bien avec des chiffres de 1 à 3, mais dès que ça devient plus complexe, on n'est pas capable de préciser exactement, mais on est capable quand même de faire des approximations, de comparer des magnitudes d'ensemble. Et il y a des recherches qui ont montré que ce sens des nombres-là est situé dans le cerveau, dans des régions qu'on appelle le sillon intrapariétal gauche et droite. Donc, situé dans le lobe pariétal, dans deux creux qu'on a dans le lobe pariétal. Et ces régions-là réagissent au changement de nombre. C'est-à-dire qu'elles sont présentes des nuages de points qui varient au niveau de leur position, de leur grosseur, mais qui ont toujours, disons, 15 éléments. Puis que tout d'un coup, on présente un autre ensemble, que cette fois-ci 9 éléments. Le cerveau réagit, et il réagit particulièrement dans ces régions associées donc au sens des nombres, les sillons intrapariétaux. Et ces sillons intrapariétaux-là sont liés au sens des nombres dès 3 mois. Il y a une étude qui a montré que le cerveau des très très jeunes bébés réagit au changement de nombre aussitôt qu'à l'âge de 3 mois. Ce qui laisse entendre que si on n'a pas un module évolutif, une région cérébrale dédiée à la lecture, il semblerait qu'on ait d'une façon très très prédisposée une région capable de traiter les quantités. Très très jeune, peut-être de façon héréditaire, mais en tout cas qui s'installe très très jeune au cours du développement. Donc, apprendre à calculer, ça ne sera pas de partir de rien, ça va être de partir de ce sens intuitif du nombre-là, dans le sillon intrapariétal, et de construire la représentation symbolique du nombre, le concept de 7, 8, 9, à partir de ce qui est déjà préexistant dans le cerveau. Du moins, c'est ce que les recherches semblent indiquer, parce que quand on pose des questions à des gens, cette fois, on représente vraiment des quantités par des symboles, par des nombres. On mentionne le mot 6, on mentionne le mot 8. Ça implique quand même des régions du sillon intrapariétal. Donc, ce n'est pas juste des nuages de points, puis des changements dans les nuages de points qui mobilisent des modifications d'activité cérébrale. C'est aussi les symboles, les nombres symboliques. Une autre recherche a d'ailleurs montré qu'on parle de nuages de points, qu'on parle de chiffres arabes ou qu'on parle de mots, à chaque fois qu'il est question de comparer des quantités de cette nature-là, il y a toujours des neurones qui sont impliqués dans le sillon intrapariétal des personnes. Donc, tout porte à dire que ce sillon intrapariétal-là est responsable d'un certain sens du nombre très très tôt dans le développement et que l'éducation, donc l'apprentissage des nombres symboliques, les concepts de 5, 6, 7 et 8, vont modifier, vont recycler cette région cérébrale déjà dédiée, en quelque sorte, aux mathématiques, du moins au sens du nombre.
Ce qui est intéressant par rapport à cette région-là, c'est une région qui se situe d'abord dans le lobe pariétal, région qui est très associée aux perceptions spatiales. Donc, d'être capable d'identifier que les objets sont plus ou moins éloignés, d'être capable d'identifier que les objets sont plus grands, plus courts, ainsi de suite. Toutes ces histoires de perception spatiale sont en lien avec cette région-là. Mais plus particulièrement, il est intéressant de noter que le sillon intrapariétal, juste avant et juste après, ce sont des régions associées à la perception des doigts. Ce sont aussi des régions associées au mouvement des yeux. Et lorsqu'on veut dénombrer un ensemble, il y a un certain mouvement des yeux qui sont faits. Et l'amplitude de ce mouvement-là est capable de désigner qu'on a affaire à deux entités distinctes qui sont spatialement réparties dans l'espace. Ce qui est intéressant pour l'éducation, c'est cette histoire-là du lien entre la perception des doigts et le sens du nombre. D'ailleurs, la plupart des systèmes mathématiques sont basés sur des membres, mais en particulier notre système symbolique, basé en base 10, c'est pas pour rien, en particulier parce qu'on a évidemment 10 doigts. Donc, ça laisse entendre qu'il y a une très forte relation entre l'acquisition du nombre et les perceptions spatiales, le positionnement d'objets, et que donc peut-être des approches pédagogiques qui mettent l'accent sur la correspondance entre le nombre symbolique et des objets spatialement espacés, ce qui est souvent fait dans les écoles primaires. On utilise des jetons, on utilise toutes sortes de stratégies pour comprendre les différents nombres. C'est peut-être des bonnes stratégies à cause de cette raison-là, de la relation donc entre perception des doigts et sillon intrapariétal. Je suis étonnée du nombre 3 par rapport. Je me serais attendu au nombre 5 à cause des mains, justement, à cause des doigts. C'est un peu controversé, ça. Il y en a qui vont dire, on appelle ça la subitisation, que la subitisation, c'est la capacité de, quand on voit un nuage de points d'être capable de reconnaître automatiquement qu'il s'agit d'une certaine quantité fixe. Mais il y a un certain nombre de recherches qui semblent dire qu'au-delà de 3, on perd cette capacité d'être capable d'identifier instantanément le nombre de points. Mais c'est sujet à débat, assurément. J'avais vu des recherches au niveau de l'activité cérébrale qui montraient que quand on traite 1, 2, 3, il se passe quelque chose, puis quand c'est des nombres plus grands, il se passe autre chose dans le cerveau. Ce qui laisse entendre que c'est deux processus peut-être distincts. Le comptage versus la subitisation. Apprendre à calculer, c'est pas juste connaître les nombres. Hein. C'est à pouvoir faire des opérations mathématiques puis être capable de calculer quelque chose. À partir de ce que j'ai dit, peut-être que vous avez l'impression que quand je vais vous parler d'apprentissage du calcul, qu'on va voir le sillon intrapariétal devenir de plus en plus activé, de plus en plus mobilisé, c'est pas ça qu'on observe. À vrai dire, une étude qui a comparé des personnes entre 8 et 19 ans, donc qui ont évolué dans leur capacité à faire des calculs, on remarque deux choses. Une diminution d'activité cérébrale dans le cortex préfrontal, ce qu'on avait observé aussi pour l'apprentissage de la lecture. Mais on observe aussi une augmentation de l'activité cérébrale, notamment dans le gyrus angulaire gauche. Donc, pas dans le sillon intrapariétal, mais dans le gyrus angulaire gauche. Ceci dit, ça ne veut pas dire que le sillon intrapariétal ne joue pas de rôle dans le calcul. Hein. Il y a certaines études qui ont essayé de faire des distinctions entre addition, soustraction, multiplication, division et tout ça. Et dans certaines circonstances, le sillon intrapariétal joue un rôle. Mais il semblerait que plus on progresse dans notre compétence mathématique, plus ce gyrus angulaire gauche devient important. Donc, une autre étude qui a montré, non pas sur une fenêtre temporelle d'une dizaine d'années, mais carrément à l'intérieur d'une séance d'IRMF, l'évolution de l'apprentissage de certaines équations arithmétiques. Et ce qu'on voit, c'est au fur et à mesure que les gens se pratiquent à résoudre certains calculs, on observe une augmentation de l'activité cérébrale toujours dans ce gyrus angulaire gauche. Une diminution en rouge de l'activité cérébrale dans des régions qui semblent liées au lobe frontal. Donc, ce gyrus angulaire gauche qui devient de plus en plus activé au fur et à mesure qu'on se spécialise dans l'arithmétique, dans le calcul. Une autre étude est allée encore plus loin. Ils ont vraiment essayé d'examiner est-ce que l'expertise mathématique est en lien avec l'activité cérébrale dans une région particulière. Et donc, ils ont passé des questionnaires à de nombreux participants. Et c'était un test en fait d'intelligence mathématique qui regroupait des questions sur des raisonnements sur des séries de nombres, apprendre par cœur des paires de mots, résoudre des problèmes d'arithmétique à la fois sous forme formelle d'équations, mais aussi sous forme de texte,
ainsi de suite, des capacités d'approximation. Donc, c'était comme une mesure avec différentes composantes. C'était pas juste la composante d'être capable de calculer, c'est un petit peu plus vaste que ça. Et là, ils ont examiné si ce QI mathématique était en lien avec l'activité dans certaines régions cérébrales. Ils ont montré une corrélation significative entre l'activité dans le gyrus angulaire gauche et donc l'activité cérébrale des gens qui avaient plus d'habileté en mathématiques. Donc, une région cérébrale semble jouer un rôle de plus en plus important et qui est très lié à l'expertise en réseau. Cette région-là, le gyrus angulaire, c'est une région aussi qui fait partie du système du langage. Et on peut penser que, non, je ne vous dirai pas tout ça, ça va être mieux que je vous le dise après, mais on peut penser qu'il y a un lien entre la capacité à calculer et le système verbal. Je vais vous l'expliquer dans quelques minutes. Juste avant, à quoi sert-il ce fameux gyrus angulaire gauche-là? Quel est son rôle habituellement, ou du moins quel est son rôle dans le contexte du calcul? Une étude très bien faite, menée par l'équipe de Grammer, qui a montré que quand les gens utilisent davantage une stratégie de récupération en mémoire, donc de récupérer des faits arithmétiques appris précédemment, autrement dit la connaissance des tables de multiplication, division, et ainsi de suite, lorsqu'ils utilisent ces connaissances-là pour résoudre les problèmes mathématiques proposés, ils activent davantage leur gyrus angulaire gauche que s'ils utilisent une autre stratégie plus procédurale, cette fois, qui implique la mobilisation de nombreuses régions cérébrales. Donc, gyrus angulaire lié à l'expertise en mathématiques qui serait très fortement lié à la récupération de faits arithmétiques. Ça laisse entendre que ceux qui sont les meilleurs en mathématiques sont très habiles pour utiliser des connaissances, leur table de multiplication, division et tout ça dans leur calcul, ce qui libère peut-être leur attention, leur contrôle cognitif, ce qui leur permet de mieux comprendre l'objectif du problème posé, mieux comprendre les sous-étapes, peut-être avoir des processus d'autorégulation plus élaborés. Bref, ça serait très en lien avec donc la récupération de faits arithmétiques. Une seule étude, à ma connaissance, a essayé de voir si deux types d'enseignement du calcul avaient des effets différents sur le cerveau. Ce n'est pas tout à fait deux types d'enseignement, mais deux types d'exercices, du moins proposés aux élèves. Et là, on a ici, dans un cas, on a proposé des exercices de drill. Autrement dit, une série d'exercices où, de façon répétitive, il faut essayer de résoudre les différents problèmes proposés. Versus une approche pédagogique qui est plus basée sur la stratégie, c'est-à-dire sur l'enseignement d'un algorithme de résolution de problèmes. Là, à ce moment-là, on remarque, d'une part, des différences au niveau de l'activité cérébrale, et d'autre part, une mobilisation plus grande du gyrus angulaire gauche dans le type d'enseignement plus basé sur des exercices de drill, de répétition. C'est un peu prévisible, hein? Parce que si le gyrus angulaire gauche est lié à la récupération de faits arithmétiques, le fait de se pratiquer à de nombreuses reprises à récupérer des faits arithmétiques, à ce moment-là, ça joue peut-être un rôle. Par contre, il faut être très prudent, non seulement parce que c'est une des seules études qui a fait ça, mais c'est une étude qui a fait une analyse à effet fixe. Puis sans rentrer dans les détails, une analyse à effet fixe ne permet pas de généraliser à l'ensemble de la population les résultats obtenus. On sait que c'est arrivé ça avec les élèves, avec les participants de l'étude, mais on ne sait pas nécessairement si ça ferait la même chose avec d'autres participants provenant de la même population. Puis en plus, les seuils proposés, c'est des seuils non corrigés, qu'on dit. Donc, il faut être encore plus prudent sur le fait est-ce que ce sont de réelles différences d'activation ou ce sont plutôt des faux positifs en quelque sorte. Mais tout de même, ça donne une indication intéressante sur on devrait peut-être faire davantage de recherches qui comparent différentes approches pédagogiques et voir leur impact sur le cerveau. Quel lien avec l'éducation? Il semblerait que développer le sens du nombre soit très important. Donc, avant même d'apprendre les nombres symboliques et tout ça, développer cette capacité de comparer des ensembles, de faire des approximations. Pourquoi? Parce que le système symbolique prend appui sur ce système déjà existant. Faire des allers-retours constants entre les nombres symboliques et non symboliques. Parce que le non symbolique est déjà présent dans le cerveau, il semblerait que le symbolique prend appui sur les réseaux de neurones déjà existants. Donc, de faire le lien entre cette correspondance entre le sens du nombre, l'évaluation des quantités,
et les nombres symboliques, les chiffres arabes, si vous préférez, ça pourrait peut-être être une bonne stratégie pédagogique. Faire apprendre des tables de multiplication. On se demande parfois, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire apprendre ça aux enfants? C'est très exigeant. Il semblerait que ça joue un rôle, en tout cas, peut-être plus important qu'on pense dans l'acquisition d'expertise mathématique. L'autre chose qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'on devrait encourager à compter les enfants sur leurs doigts? Parce que comme il y a un lien entre le sens du nombre et la perception des doigts, et qu'on peut penser que le fait d'utiliser des objets, donc une certaine perception spatiale, puisse aider à comprendre le sens du nombre, compter sur ses doigts, c'est très très spatial, ça implique des régions très très proches spatialement parlant. Peut-être c'est sûrement une bonne stratégie avec les très jeunes enfants qui commencent à apprendre le sens du nombre, le concept de nombre, et que par la suite, peut-être, que c'est mieux les tables d'arithmétique. Donc, c'est-à-dire qu'au début du primaire, on devrait vraiment se concentrer sur le sens du nombre, encourager même les enfants à compter sur leurs doigts, mais qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose, puis d'être capable de récupérer en mémoire les faits arithmétiques, ça semble être important. Donc, une combinaison des deux, mais répartie à des moments différents de l'éducation. C'est des hypothèses. Utiliser la drill, bien assurément pas toujours utiliser la drill avec les enfants. Ça peut être ennuyant. Est-ce que ça aide vraiment à comprendre le sens du nombre? Sûrement pas. Mais il semblerait que délaisser complètement des exercices de drill, ça soit peut-être pas une bonne idée. Hein? À certains moments, ça pourrait être pertinent, notamment pour favoriser cette récupération en mémoire des faits arithmétiques. Donc, c'est le recyclage neuronal en lien avec des grands apprentissages scolaires comme la lecture et le calcul. Je vais vous parler d'un autre mécanisme d'apprentissage qui est aussi lié à l'architecture cérébrale. Ça s'appelle l'inhibition. L'inhibition, c'est la capacité de contrôler ou de bloquer ses intuitions, ses habitudes, ses stratégies spontanées. C'est très opposé à un mode automatisé de fonctionnement. Au niveau du cerveau, des neurotransmetteurs inhibiteurs peuvent venir nuire à l'activation de certains groupes de neurones, ce qui fait en sorte que les réseaux de neurones qui s'activeraient spontanément ne vont pas s'activer ou vont s'activer plus difficilement grâce à ce processus d'inhibition. Et on peut se demander si ce n'est pas en lien avec certains apprentissages scolaires difficiles. Ce qui est intéressant par rapport à l'inhibition, c'est qu'il y a quand même un assez vaste corpus de littérature qui montre que peu importe le type d'inhibition, inhibition motrice, inhibition verbale, que ces trois régions-là, et d'autres aussi parfois, sont mobilisées dans l'inhibition. De façon plus précise, il semblerait que le cortex singulaire antérieur déclenche une cascade d'actions qui mène à l'inhibition et que le cortex ventrolatéral et dorsolatéral soient plus directement responsables de l'inhibition. La plupart des études, à vrai dire, mettent l'accent sur le ventrolatéral, qui aurait des ramifications dans plusieurs régions du cerveau, et que le dorsolatéral serait plus en lien à comparer les deux items qui sont en lien avec un certain problème ou les deux stratégies. L'idée, c'est d'inhiber une seule de ces stratégies ou de ces connaissances-là pour arriver à faire autre chose. Donc, grâce à l'imagerie cérébrale, on peut voir si les gens sont en train d'inhiber quelque chose, c'est-à-dire de contrôler ou de bloquer des connaissances, des intuitions, des stratégies. Certains concepts en sciences sont plutôt difficiles à apprendre. Il y a bien des recherches en éducation qui montrent que les élèves, avant même leur premier cours de sciences, ont des fausses conceptions sur comment fonctionne la nature. Plusieurs personnes croient notamment qu'un fil est suffisant pour allumer une ampoule. Donc, on a un circuit électrique ici. Si je vous demandais est-ce que ce circuit-là électrique est correct ou pas, compte tenu du fait que les deux ampoules ici sont allumées, plusieurs répondraient peut-être qu'il est correct. Mais en fait, il est scientifiquement incorrect. Parce que comme chaque ligne représente en fait un seul fil électrique, cette ampoule-là ne devrait pas s'allumer. Donc, c'est une fausse conception très fréquente et de façon surprenante, elle est difficile à faire évoluer chez les élèves. Nous, ce qu'on a voulu faire dans mon laboratoire, c'est on a essayé de comparer l'activité cérébrale d'experts en sciences qui avaient surmonté cette fausse croyance-là, et donc qui répondaient de façon scientifique à cette question-là, pour comparer à des gens novices en sciences qui tombaient dans ce piège, dans cette fausse conception. Et sans vous parler de tous les détails des résultats, lorsqu'on présente ce type de circuit-là, qui est scientifiquement incorrect,
on observe une activité plus prononcée dans des régions notamment liées à l'inhibition. Donc, le cortex cingulaire antérieur, préfrontal dorsolatéral et préfrontal ventrolatéral. Une indication que les experts, malgré le fait que cette tâche soit particulièrement facile, que les experts sont peut-être en train d'inhiber quelque chose, de contrôler quelque chose. Et une interprétation qu'on a proposée dans l'article qui a été publié très très récemment, en fait dans Mind Brain Education, montre que peut-être les experts sont en train d'inhiber leur fausse conception. Plus précisément, peut-être que les experts sont en train d'inhiber des réflexes cognitifs ou des intuitions fondamentalement ancrées dans le cerveau qui, malgré leur formation scientifique, n'ont pas changé. Donc, cette idée-là laisse entendre que peut-être que certaines connaissances, certaines intuitions, certains réseaux de neurones sont très très bien ancrés dans le cerveau et que donc l'apprentissage ne peut peut-être pas modifier ces intuitions fondamentales-là, mais qu'on peut apprendre à les inhiber, à les désactiver temporairement pour arriver à répondre de façon scientifique. On a essayé également avec une autre conception très fréquente, selon laquelle les objets plus lourds tombent plus rapidement. Je vous le dis tout de suite, les objets plus lourds ne tombent pas plus rapidement, du moins quand la résistance de l'air est négligeable. Et ici, on présentait aux participants des boules en plomb qui tombaient, c'était des films en fait, où les balles tombaient, et parfois la plus grosse touchait le sol en premier, conformément à la croyance fréquente que les objets plus lourds tombent plus rapidement. Parfois, ils touchaient le sol en même temps, parfois c'était la plus petite, en quelque sorte une condition de contrôle. Mais là, on essaie de regarder qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'experts qui réussissent à se contrôler et à ne pas tomber dans le piège de considérer que les objets plus lourds tombent plus rapidement. On observe, encore une fois, des régions associées à l'inhibition, donc préfrontal ventrolatéral et cortex préfrontal dorsolatéral, qui semblent être une indication que les experts n'ont pas modifié cette fausse croyance, ne l'ont pas rejetée, elle est toujours présente dans le cerveau, mais que les experts, par leur formation scientifique sans doute, arrivent à inhiber, désactiver ces réseaux neuronaux. Donc, tout se passe comme si on avait une conception initiale erronée, puis qu'après l'apprentissage, cette conception initiale-là n'a pas disparu. Elle est toujours présente, elle n'a pas été transformée, elle n'a pas été rejetée, abandonnée, effacée. Elle est toujours présente, mais que pour arriver à répondre de façon scientifique, il faut vraiment inhiber cette conception initiale qui ne disparaît pas, au profit d'une conception plus scientifique. Mais sans cette inhibition-là, il semblerait que les mécanismes spontanés, les réflexes cognitifs, les intuitions font en sorte que cette conception-là émerge plus facilement. Elle a comme une priorité d'appel plus importante que la conception scientifique. Mais il y a des données de recherche qui montrent que ce n'est pas juste en science que l'inhibition, que la nécessité d'inhiber certains éléments de l'architecture cérébrale soit évoquée. Une recherche au niveau de l'apprentissage du raisonnement logique a montré que dans une tâche assez difficile, dans laquelle les gens font systématiquement des erreurs de logique, il est possible que les gens s'améliorent à cette tâche de logique-là, grâce à un apprentissage, un enseignement particulier. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'observer l'activité cérébrale avant et après cet apprentissage. Sans vous donner les détails de la tâche de logique, dans la tâche de logique, on mentionne des formes et des couleurs, puis notre cerveau a tendance, un biais perceptif, à trop tenir compte de ces formes et de ces couleurs mentionnées dans l'énoncé. Il faut s'en méfier. Ce que les chercheurs ont fait, c'est que dans une tâche similaire mais différente, ils ont prévenu les participants qu'il y avait un piège. Ils leur ont carrément dit, faites attention, il y a un piège qui résulte de la tendance qu'a votre cerveau à trop tenir compte des éléments qui sont mentionnés dans l'énoncé. Faites attention. Et on leur a demandé non seulement d'identifier les bonnes et les mauvaises réponses, comme on fait souvent à l'école, mais aussi d'identifier les réponses qui sont tentantes, mais qui sont des pièges en quelque sorte, qu'on va devoir enlever. Et les participants devaient placer ces symboles-là dans la partie assurée. Fait intéressant à noter, ils ont refait la même expérience avec la même activité pédagogique, mais en ne faisant pas les avertissements de départ, puis en ne demandant pas d'identifier les réponses pièges, puis les résultats sont plutôt catastrophiques. Les gens ne s'améliorent pas beaucoup à la tâche, alors qu'ils s'améliorent beaucoup plus grâce à ces deux petites interventions pédagogiques très très simples, supplémentaires. Et on remarque, avant l'apprentissage et après l'apprentissage,
on remarque une nette reconfiguration de l'activité cérébrale. Activité cérébrale qui est plus dans la partie arrière du cerveau lorsqu'on fait des erreurs de raisonnement logique et qui bascule vers une activité cérébrale plus frontale impliquant notamment des régions associées à l'inhibition. L'interprétation des chercheurs, c'est que les gens utilisent une stratégie perceptuelle au départ, donc très en lien avec tous des réseaux de neurones associés aux perceptions visuelles, mais que grâce à l'inhibition, ils peuvent freiner, bloquer cette stratégie-là pour utiliser une autre stratégie qui va mener cette fois-ci en fait à un raisonnement valable au niveau logico-mathématique. Donc, un peu le même symbole que tantôt, mais cette fois-ci, ce n'est pas une conception, c'est plutôt une stratégie qui est très, très tentante, très, très spontanée, qu'on doit inhiber pour arriver à une stratégie qui est moins intuitive, moins évidente, mais qui va être nécessaire. Puis on peut se demander si cette stratégie-là, elle disparaît vraiment. On peut soupçonner que si on reposait la question à ces participants-là, quelques mois plus tard, qu'ils retomberaient peut-être dans ce piège. Pourquoi? Parce que cette stratégie est plus intuitive, basée sur des réseaux de neurones fondamentaux dans le cerveau qui ne se transforment pas facilement. Peut-être parce que cette stratégie-là est souvent utilisée dans toutes sortes de contextes et qu'elle s'avère souvent efficace dans différents contextes. Il y a d'autres hypothèses possibles. Je vous ai parlé un peu des mathématiques et du lien avec le recyclage neuronal. Il semblerait que certains aspects des mathématiques impliquent également cette inhibition. Une tâche en lien avec la conservation du nombre. On a deux lignes de jetons, c'est une tâche piagicienne classique. On demande aux participants, est-ce qu'il y a le même nombre de jetons en haut et en bas, oui ou non? Quand c'est placé comme ça va bien. Tous les enfants réussissent la tâche. Dès qu'on espace les jetons, le taux d'erreur augmente énormément. Parce qu'il y a comme un réflexe que quand c'est espacé, il y en a sûrement plus. Mais à ce moment-là, si on les compte vraiment, il y a exactement le même nombre de jetons en haut et en bas. Et cette étude-là a comparé des enfants très jeunes, 5-6 ans, qui faisaient des erreurs à cette tâche-là, avec des enfants de 9-10 ans qui avaient réussi à surmonter ce biais-là de voir une ligne plus grande est associée à un chiffre plus grand. Et ce qu'on a observé, c'est des résultats fort intéressants parce qu'ils montrent d'une part une activité plus grande dans les sillons intrapariétales. Puis on disait, acquérir le sens du nombre symbolique, ça implique un recyclage de cette région du sillon intrapariétal, mais ça implique aussi des régions associées à l'inhibition, dont le cortex ventrolatéral. Donc, c'est un exemple de tâche où il faut à la fois un recyclage neuronal et une inhibition d'une stratégie spontanée pour arriver à développer cette capacité, donc à conserver le nombre dans cette tâche particulière. Donc, le recyclage neuronal et l'inhibition ne sont pas nécessairement en opposition. Au contraire, on peut penser que les deux processus peuvent être impliqués dans les apprentissages scolaires. Un dernier exemple, en géométrie cette fois, on demande est-ce que le périmètre est identique dans la figure de gauche et de droite. Ici, vous me direz que c'est différent et vous aurez raison. Ici, vous me direz que c'est différent et vous avez raison. Mais ici, vous me direz peut-être que c'est différent, mais ce n'est pas différent. Même chose ici. Donc, l'aire de la figure change, augmente, ça ne veut pas dire que le périmètre augmente. Parfois oui, parfois non. Ici, on remarque, si on calcule le périmètre, la grandeur de la ligne ici, c'est l'équivalent de la ligne ici, et la ligne ici, c'est l'équivalent de la ligne ici, donc c'est exactement le même périmètre, mais il faut inhiber une règle inductive, un heuristique, une stratégie spontanée qui semble dire, OK, on en voit plus, donc il doit y avoir plus de périmètre aussi. Et cette règle intuitive-là, plus de quelque chose donne plus d'autre chose, semble être un mécanisme très, très fondamental pour aborder les sciences et parfois les mathématiques. Donc, lors de cette tâche-là, lors des figures inconsistantes, si vous voulez, avec lesquelles il y a comme une interférence entre l'aire de l'objet et le périmètre, on observe encore cette région, ce cortex ventrolatéral, probablement lié à l'inhibition de cette règle intuitive ou de cette heuristique. Donc, une synthèse sur ce qui a été dit par rapport à l'inhibition, peut-être que les erreurs persistantes, donc pas tous les types d'apprentissage scolaire, mais lorsque les élèves font des erreurs persistantes, fréquentes et difficiles à changer,
peut-être que ça repose sur des réseaux de neurones très, très solidement établis, que la plasticité neuronale ne pourra pas changer, modifier, mais qu'on va pouvoir inhiber par contre. Que peut-être que les intuitions spontanées qui sont liées à ces erreurs-là, peut-être qu'ils ne disparaissent jamais du cerveau des élèves. Une hypothèse sur la table. Et comme apprendre, c'est pas juste construire des nouvelles connaissances, c'est pas juste modifier ces connaissances antérieures, c'est peut-être aussi apprendre à inhiber des connaissances antérieures ou des stratégies spontanées qui peuvent émerger. Au niveau de la pédagogie, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je vais vous dire qu'on a peu d'éléments concernant l'inhibition. On sait de plus en plus à l'heure actuelle que l'inhibition jouerait un rôle dans plusieurs apprentissages scolaires, difficiles en tout cas. Mais comment pourrait-on faire pour développer la capacité d'inhibition des élèves pour qu'ils apprennent mieux les sciences, pour qu'ils apprennent mieux l'accord du participe passé, pour qu'ils apprennent mieux les fractions, tous des apprentissages parfois contre-intuitifs. Donc, il y a des recherches qui doivent être faites. On a déjà quelques indices. On sait en tout cas que l'activité physique augmente la capacité d'inhibition. Il y a une série de recherches publiées au cours des 2 dernières années qui établit ce lien-là assez fortement. Donc, ça augmente la capacité de contrôle, d'attention et d'inhibition des enfants. Il y a eu des études avec des groupes contrôles aussi qui ont montré ça. L'apprentissage d'une langue seconde semble développer la capacité d'inhibition aussi. Peut-être parce que le fait de passer d'une langue à l'autre implique d'inhiber une langue, en quelque sorte, ou la tendance à utiliser une langue au profit de l'autre. Peut-être que c'est à cause de ça. Certaines études semblent indiquer que jouer à des jeux de contrôle avec les enfants, jouer à Jandy, jouer à Go No Go, c'est-à-dire, admettons, courir quand il y a de la musique, arrêter quand il n'y a pas de musique, mais ne répondre à aucune autre directive, ça implique un certain contrôle, une certaine inhibition motrice. Du moins au niveau des erreurs de raisonnement logique, avertir qu'il y a des pièges dans certains contextes, que vous allez peut-être tomber dans ces pièges-là, puis il faut être prudent. Apprendre aux élèves à identifier les réponses qui sont des pièges. Mais ces 2 items-là ont été démontrés au niveau des erreurs de raisonnement logique, mais on ne sait pas encore à l'heure actuelle si c'est valable dans d'autres domaines. C'est la même chose pour les autres items. C'est-à-dire que l'activité physique augmente l'inhibition, mais est-ce que ça va augmenter la capacité d'inhiber des conceptions non scientifiques? On ne sait pas encore à l'heure actuelle, des propositions, des projets de recherche. Si les intuitions spontanées disparaissent jamais, on devrait faire des allers-retours constants entre les conceptions intuitives et les conceptions plus scientifiques, ou entre les stratégies intuitives et les stratégies plus coûteuses, parce que ce qui arrive souvent en enseignement, c'est que, du moins en enseignement des sciences, on va s'intéresser aux conceptions erronées des élèves au début de la séquence d'enseignement. On va les confronter, on va leur faire des expérimentations, où ils vont voir les limites de leurs connaissances. Une fois que c'est fait, là, on va aborder la question scientifique, les théories, les concepts scientifiques, mais on ne vient pas après, on vient rarement en tout cas sur les fausses conceptions. Ce que ces recherches semblent indiquer, c'est qu'il ne faudrait jamais perdre de vue qu'il y a toujours une compétition entre les deux et que cette compétition-là n'est peut-être jamais gagnée. Donc, il faut revenir à intervalles réguliers sur les fausses conceptions et les liens qu'il y a entre conceptions scientifiques et non scientifiques, parce que sinon, les 2 systèmes de connaissances peuvent se développer en parallèle et pas interagir, si bien que l'élève, dans un contexte scolaire formel, va répondre de façon scientifique, mais dès qu'on sort de ce contexte-là, qu'on lui pose des questions plus qualitatives sur comment fonctionne le courant électrique, ou comment fonctionne le mouvement des objets, à ce moment-là, il tombe dans ses anciennes intuitions. Donc, c'était pour deux mécanismes qui semblent en lien avec l'apprentissage scolaire. Donc, le recyclage neuronal et l'idée d'inhibition. Donc, ces 2 éléments-là mettent l'accent sur le fait que l'architecture du cerveau influence peut-être certains apprentissages. On parle de recyclage neuronal au niveau de la lecture et du calcul. Donc, l'idée qu'il y ait des régions du cerveau qui soient prédisposées à la lecture ou au calcul, mais cette prédisposition-là implique quand même un processus d'apprentissage, d'adaptation, ce qu'on appelle le recyclage neuronal. Je vais parler d'inhibition, peut-être en lien avec plusieurs erreurs persistantes. On peut même aller plus loin en se posant la question, est-ce qu'il y a des stéréotypes qui reviennent tout le temps? Est-ce que les raisonnements communs qu'on retrouve souvent dans la population ne seraient pas dus à des intuitions fondamentales encodées d'une certaine façon dans le cerveau à cause d'architecture cérébrale, qui ferait en sorte que malgré la bonne volonté de plusieurs, ce soit difficile de sortir de ces chaînes intuitives-là?
Et la question aussi que ça pose, c'est peut-on adapter l'enseignement, choisir les approches pédagogiques pour tenir compte de cette architecture cérébrale-là? Et là, il y a quelques recherches, j'en ai présenté 2, il y en a quelques autres, mais c'est encore peu nombreux. On peut espérer que dans les prochaines années, il y aura plus de recherches qui montrent les effets de différentes approches pédagogiques sur l'impact que ça a sur le cerveau. Parce que de savoir que le cerveau est capable de lire, c'est intéressant. De voir que le cerveau se modifie pour être capable de lire, du point de vue de l'éducation, c'est encore plus intéressant. Mais de voir que les enseignants, par les choix pédagogiques qu'ils font, peuvent avoir un impact sur les processus de recyclage neuronal et d'inhibition, ça me paraît très intéressant d'explorer cette question. Puis il y a certaines recherches qui mènent à penser que ça vaut la peine de le faire. Donc, on peut penser que dans ce champ de recherche, à l'intersection entre l'éducation et les neurosciences, il va y avoir de plus en plus d'études qui vont s'intéresser à cette question, donc, des apprentissages adaptés à l'architecture cérébrale. Merci beaucoup de votre attention. Je suis bien sûr disponible si vous avez des questions.